Intune. Conversation sur l'audiologie et l'équilibre. Un podcast d'Inventis. Bienvenue à tous dans ce nouveau et premier podcast Inventis. À l'occasion de notre 20e anniversaire, nous avons décidé de vous faire un cadeau. C'est pourquoi je suis aujourd'hui en compagnie du professeur Vincenzo Marcelli, spécialiste en audiologie et titulaire d'un doctorat en physiopathologie de la communication audio-verbale. Il est également professionnel et consultant en audiologie à l'Université Federico II de Naples. Nous sommes très heureux de lancer cette nouvelle initiative. Bonjour, professeur. Bonsoir à tous, bonjour à tous. Professeur, depuis combien de temps travaillez-vous dans le domaine vestibulaire et comment est né votre intérêt pour ce domaine si spécifique de la médecine? Je travaille depuis plus de 30 ans maintenant et comme cela arrive souvent, mes débuts ont été tout à fait fortuits. En fait, le collègue qui s'occupait de vestibulologie à la polyclinique a décidé de partir et je me suis donc retrouvé littéralement catapulté dans un monde dont je ne savais absolument rien. Il y a eu de grandes difficultés au début, nous parlons des années 90 à 91, quand Internet n'existait pas, donc chercher des emplois, des articles sur le sujet étaient vraiment complexes, il y avait très peu de textes et beaucoup d'entre eux étaient incomplets, donc il était assez difficile d'acquérir des connaissances suffisantes. Mes pérégrinations dans différentes universités, notamment à Florence, avec le professeur Pagnini, le docteur Giannoni, puis progressivement dans d'autres établissements comme Modène, avec le regretté professeur Guidetti, Marco Manfrin à Pavie, Daniel Nuti à Sienne. Toutes ces personnes ont marqué l'histoire de la vestibulologie en Italie. Très bien, il est également très intéressant de savoir comment la technologie a contribué de manière importante à approfondir les recherches sur les pathologies. Je pense donc que dans les années 90, c'était effectivement beaucoup plus complexe. Mais maintenant, en termes simples, concentrons-nous un peu sur le VHIT. Pourriez-vous m'expliquer en termes simples ce qu'est le VHIT, le Video Head Impulse Test? Quelles informations fournit-il sur l'appareil vestibulaire et comment est-il réalisé? Tout cela en tenant compte des différentes technologies utilisées pour effectuer ce test et en tenant compte également des types de caméras à distance par rapport aux caméras qui utilisent un masque. En réalité, il y a eu une évolution très particulière. Nous sommes passés d'une étude presque exclusivement instrumentale dans les années 90, il suffit de penser à l'électronystagmographie, à la révolution de l'examen au chevet du patient, grâce auquel nous effectuons encore aujourd'hui un diagnostic différentiel entre lésions périphériques et lésions centrales ici et maintenant, sans avoir besoin de recourir à des instruments jusqu'à l'avènement du Impulse Test et donc du Video Head Impulse Test. Une véritable révolution, car le Video Head Impulse Test nous a fait comprendre à quel point l'examen au chevet du patient peut être peu fiable, surtout dans les cas où nous avons du mal à poser un diagnostic, mais surtout chez les patients chroniques, car s'il est vrai que pour les patients aigus, nous avons peu besoin d'instruments, pour les patients chroniques, les instruments deviennent indispensables. Le Video Head Impulse Test est une révolution, comme je le disais auparavant, car il permet d'évaluer la fonction individuelle de chaque canal semi-circulaire et donc d'avoir une image absolument précise de la capacité de l'appareil vestibulaire à stabiliser les images. Vous avez évoqué tout à l'heure la question des différents instruments, et cela est très important ici aussi, car nous avons une grande différence entre les instruments avec masque et les instruments avec caméra à distance. Évidemment, la caméra à distance élimine une série de problèmes, tels que l'adhérence du masque, mais surtout l'examen chez les enfants. Un examen pédiatrique peut être réalisé presque exclusivement à l'aide d'une caméra à distance. C'est très intéressant et j'aimerais en savoir un peu plus sur le VHIT pédiatrique. Existe-t-il un âge minimum recommandé pour obtenir des résultats fiables et comment obtenir la coopération des jeunes patients compte tenu des différents défis qui peuvent se présenter lors de l'examen? Tout d'abord, rappelons que l'appareil vestibulaire est déjà mature à la naissance, donc en principe, nous pourrions également effectuer l'examen vestibulaire sur un nouveau-né. Le seul problème est que le nouveau-né doit avoir une attention directe vers une cible, car c'est en fixant la cible que nous pouvons ensuite effectuer l'examen en faisant pivoter la tête sur le plan latéral et sur le plan vertical.
En réalité, je ne parlerai pas d'un âge minimum, mais plutôt de la capacité à attirer l'attention du petit afin qu'il puisse passer le test. Il est évident que tout cela doit se dérouler dans un environnement confortable pour l'enfant, qui doit donc être aussi familier que possible, peut-être avec la possibilité de montrer des jeux à ce petit patient, puis d'attirer son attention de manière plus technique, selon les caractéristiques du VHIT que nous utilisons, afin que l'enfant soit capable de suivre la cible pendant quelques secondes, en lui laissant tout le temps nécessaire pour pouvoir ensuite obtenir une réponse définitive. Le test réalisé chez les adultes est très connu, mais je pense qu'il doit être très complexe d'attirer l'attention d'un enfant. Mais si nous devions énumérer les principaux défis que nous rencontrons lors des tests vestibulaires en pédiatrie, nous pourrions justement citer le fait de retenir l'attention de l'enfant. Mais y a-t-il d'autres éléments à prendre en considération? Je dirais que oui. Aussi étrange que cela puisse paraître, la seule chose qui devient indispensable, c'est la patience de l'opérateur. En d'autres termes, nous devons être là pour savoir gérer le temps que l'enfant peut consacrer activement à la réalisation du test, mais en même temps et avec encore plus d'attention, gérer les moments où l'enfant n'a pas cette capacité d'attention, pour lesquels il faut le laisser jouer en lui donnant un petit jouet, en le distrayant d'une manière ou d'une autre jusqu'à ce que, d'une manière différente, donc également avec des cibles différentes, nous parvenions à attirer son attention. En réalité, ce n'est pas une difficulté technique, c'est notre volonté réelle de suivre un test, et cela fait toute la différence. Très bien, j'aimerais approfondir davantage ce sujet en pensant aux personnes qui n'ont jamais vu un examen VHIT dans le domaine pédiatrique. J'aimerais surtout vous demander quelles sont les principales différences que vous avez constatées dans le VHIT lors de l'examen des enfants et des adultes. D'une part, d'un point de vue technique, je veux dire comment serait le protocole ou la procédure à suivre pour effectuer l'examen, et d'autre part, au niveau de l'interprétation, les résultats auxquels nous devons nous attendre sont-ils les mêmes, ou devons-nous nous attendre à des résultats différents entre des enfants de 6 mois, de 5 ans et un adulte? La réponse à cette question n'est pas simple. Je voudrais commencer par une brève introduction. Comme c'est le cas pour les PEA et les PO, chacun d'entre nous devrait d'abord se forger sa propre opinion en étudiant les enfants et en créant ses propres références. Je m'explique. Si nous savons que chez l'adulte, un OVEMP a une attence de 10 à 13, pour donner un exemple, cela pourrait ne pas être le cas chez l'enfant, et nous devons donc avant tout établir nos propres références, et il en va de même pour le VHIT. Nous devrions donc d'abord évaluer des enfants en bonne santé et comprendre s'il existe réellement des différences avec les adultes. Notre expérience nous montre qu'il n'y a fondamentalement aucune différence. Il est évident que la réponse de l'enfant peut parfois être très bien exécutée, parfois non, mais d'un autre côté, la machine que nous utilisons nous permet justement d'évaluer la vidéo de l'enregistrement, et si, dans cette vidéo, nous remarquons que l'enfant a perdu sa concentration non pas à cause d'une pathologie, car il devient très clair si l'enfant perd sa concentration à cause d'une pathologie ou s'il perd sa concentration parce qu'il est distrait, et nous disons donc que le traitement est un peu complexe par rapport à celui d'un adulte, car il nécessite par exemple d'éliminer certaines réponses qui falsifieraient clairement le tableau. Mais je tiens également à rappeler une chose, il faut bien comprendre ce que nous entendons par « enfant », car grâce à cet appareil, lorsque nous parlons d'enfants, nous parlons en réalité de très jeunes enfants, âgés de 8 à 9 mois, alors qu'un enfant de 3 ans est déjà capable de passer l'examen de manière absolument parfaite à tous les niveaux, avec des réponses comparables à celles d'un adulte. Pourquoi ? Parce que nous savons parfaitement que l'appareil vestibulaire est le premier appareil à se développer au cours de la grossesse, donc l'enfant naît avec un appareil vestibulaire parfaitement formé et nous ne pouvons donc pas nous attendre à des différences dans les réponses et il n'y a donc aucune différence dans l'interprétation de la réponse. C'est une réponse qui, si le réflexe vestibulo-oculaire fonctionne correctement, stabilise l'œil dans l'espace, aspect encore très important. Contrairement à d'autres machines, cette machine nous indique non seulement que l'œil est stable dans l'espace, mais elle nous montre également tout petit écart par rapport à la position 0, que nous considérons comme normale. Elle nous fournit donc des informations beaucoup plus détaillées sur la position de l'œil et sur le fait qu'il reste ou non dans cette position, ce que d'autres appareils ne font pas, par exemple.
Je dirais que ce point est très important au niveau de la technologie utilisée, si l'on repense à la façon dont nous avons commencé ce podcast en disant qu'il y a quelque temps, c'était un défi très différent. Aujourd'hui, grâce à la technologie, nous sommes en mesure de faire une analyse encore plus approfondie. Mais sur le plan technique, je veux dire la différence technique entre le positionnement de la cible ou le soutien d'un assistant pendant l'examen. Comment expliqueriez-vous la différence entre un adulte et un enfant ? Car j'imagine que ce n'est pas la même chose pour un enfant de 6 mois ou de 2 ans que pour un enfant de 5 ou 10 ans. Cela dépend si nous partons de l'adulte ou de l'enfant plus âgé. On demande à l'enfant plus âgé de fixer son regard sur une cible donnée, même s'il peut se tromper dans certains tests, certaines rotations, il s'agit essentiellement d'une consigne claire et précise que l'enfant est capable de respecter. La complexité avec les enfants beaucoup plus jeunes est qu'ils peuvent perdre leur concentration et nous devons alors être capables de réactiver leur attention. Par exemple, si nous utilisons un stimulus lumineux, nous pouvons l'éteindre pendant quelques secondes, 1 minute, 2 minutes, puis le rallumer, ce qui permet de recapturer l'attention de l'enfant. Ou bien changer de cible, c'est-à-dire utiliser d'abord un stimulus, puis un autre, ou utiliser par exemple des vidéos que l'enfant a l'habitude de regarder et qui pourraient réactiver son attention. Comme je le disais, nous n'avons en réalité pas de protocole standard. Cela dépend des compétences, mais surtout de la volonté de l'opérateur de mener à bien un test qui peut durer 3 minutes ou même une demi-heure. En pensant aux enfants plus petits, dans ces cas-là, est-il nécessaire le soutien des parents ou de quelqu'un d'autre afin de soutenir l'enfant pendant l'examen ? Bien sûr, il est évident que si l'on parle d'impliquer l'enfant dans un environnement familier, rien n'est plus utile que de faire passer le test avec l'enfant dans les bras de sa mère. L'opérateur se place légèrement derrière, l'enfant fixe la cible et le test est réalisé. Je le répète, il peut y avoir des difficultés, mais nous avons déjà fait des examens sur des enfants de 12 ou 13 mois, en quelques minutes à peine. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, l'enfant était bien disposé à prêter attention à la cible qu'on lui montrait. Donc, un environnement familier, surtout, mettre l'enfant à l'aise. J'imagine qu'il est très important que l'enfant soit à l'aise afin qu'il puisse suivre l'examen dans son intégralité sans perdre sa concentration. Très intéressant, merci beaucoup pour ce sujet passionnant. J'aimerais aborder brièvement la question des pathologies et des déficits possibles que l'on peut rencontrer, en particulier dans le domaine pédiatrique. Je voudrais simplement demander dans quelle pathologie vestibulaire pédiatrique nous pouvons tirer le meilleur parti de l'utilisation du VHIT comme outil diagnostique. Cela ouvre tout un monde. En effet, apparemment, les pathologies qui touchent l'adulte sont plus nombreuses que celles qui touchent l'enfant. Il est clair que nous ne trouverons jamais un bébé de quelques mois atteint de la maladie de Ménière, il est plus probable que nous le trouvions avec un déficit vestibulaire aigu, et oui, je vous assure que cela arrive. En général, mon conseil, chaque fois que l'on parle de vestibulologie, est de ne jamais partir de ce à quoi on s'attend, mais toujours de ce que l'on voit, de ce que l'on trouve, car partir de solutions préétablies peut être très trompeur. Et ici, il y a vraiment des choses extrêmement importantes à garder à l'esprit. Le premier exemple que je donne, si l'on veut parler de pathologie, c'est celui d'un enfant qui est un peu plus lent dans ses étapes de développement, un enfant qui a un peu plus d'1 an et qui est très maladroit dans ses mouvements, qui tombe souvent, un enfant par exemple qui, étrangement, n'arrive pas à faire du vélo. Eh bien, ce sont tous des enfants qui doivent être évalués avec attention, car ils pourraient avoir un déficit vestibulaire qui, contrairement à ce que l'on pense, ne se compense pas plus vite parce qu'ils sont petits, c'est tout à fait l'inverse. Pour compenser un déficit, je dois avoir, par exemple, des structures cérébelleuses complètement formées. Alors, je peux supposer qu'un adulte compense rapidement, mais un enfant qui n'a pas une structure cérébelleuse parfaitement développée a beaucoup de mal à compenser. Mais il y a un autre aspect extrêmement important. Par exemple, nous avons désormais une certitude raisonnable pour dire que les enfants atteints de surdité congénitale ont très souvent un déficit vestibulaire associé et ils ne sont pas dépistés, ce qui est très grave. Pourquoi ? Parce que, tout comme nous dépistons à la naissance tous les enfants, nous devrions dépister à la naissance non seulement les enfants à risque et par enfants à risque, nous entendons l'enfant avec un trouble de l'audition mais aussi tous les autres enfants apparemment sains, justement parce que le trouble vestibulaire, on ne le voit pas. Mais le trouble vestibulaire devient fondamental dans les acquisitions primaires comme le langage, la lecture et l'écriture.
Nous avons désormais la certitude qu'un enfant présentant un trouble vestibulaire voit son développement et ses apprentissages considérablement ralentis. Voilà pourquoi il est si important de procéder à un dépistage précoce et surtout universel. Je conclus cet aspect en rappelant que chez l'enfant, nous rencontrons cette difficulté majeure. Chez l'adulte, un déficit vestibulaire chronique non reconnu ou non traité entraîne des altérations de l'émotivité. Entre 30 et 50% des patients chroniques développent de l'anxiété et de la dépression, mais surtout, cela altère toute une série de capacités cognitives comme la mémoire, l'attention, la concentration, autant d'aspects que le patient ne relie pas à un déficit vestibulaire et que nous pouvons mettre en évidence grâce à cet équipement, même lorsque, en apparence, notre patient ne présente aucun signe de souffrance. C'est vraiment très intéressant, car on dit souvent que le parcours thérapeutique pédiatrique est négligé et qu'il n'est pas nécessaire d'étudier les enfants, ni de les suivre, car on accorde une importance primordiale à l'adulte, mais on néglige souvent le domaine pédiatrique. C'est pourquoi je voudrais demander si l'on peut considérer comme important, très important ou fondamental, la réalisation d'un examen vestibulaire tel que le VHIT dans le domaine pédiatrique. Je considère, comme je viens de le mentionner, que c'est indispensable. Je peux donner un exemple tout simple. L'un des derniers enfants que nous avons vus, né avec une infection à cytomégalovirus et une hypoacousie bilatérale, a été implanté, donc il a reçu un implant cochléaire à gauche, et le VHIT nous a montré un grave déficit labyrinthique à droite. Or, cet enfant ne peut pas être laissé à lui-même, il doit être stimulé. Et attention, la stimulation d'un enfant aussi petit n'est pas quelque chose de complexe. Il suffit d'avoir un mobile, une balançoire, un tapis élastique, un sol. Je crois que tout le monde a un sol chez soi où faire rouler l'enfant un peu vers la droite, un peu vers la gauche, le faire sauter sur un tapis élastique, le faire aller sur une balançoire aussi bien dans le sens avant-arrière que latéral-latéral. Ce sont toutes des activités extrêmement simples mais qui jouent un rôle fondamental pour favoriser la récupération de l'enfant. Et attention, il y a ici un autre aspect fondamental lorsque nous sommes confrontés à un enfant souffrant d'un trouble de l'apprentissage, qu'il ait ou non un trouble vestibulaire, cette activité vestibulaire devient indispensable. Je vais vous donner un exemple très simple. Au Kazakhstan, même les mères ne savent probablement pas pourquoi on le fait, mais au Kazakhstan, les enfants atteints du syndrome de Down sont soumis à des stimulations monstrueuses. En effet, les mères les prennent littéralement dans leurs bras et les font tourner dans tous les sens possibles et imaginables. Qu'est-ce qui a été démontré? Il a été démontré que les enfants atteints du syndrome de Down soumis à cette stimulation ont des capacités cognitives nettement supérieures à celles des enfants qui ne sont pas soumis à ce traitement. La stimulation vestibulaire est donc comme une clé pour accéder aux capacités cognitives de ces enfants. Et, naturellement, si cela est vrai, et c'est le cas, imaginez ce que cela signifie de faire une activité de stimulation vestibulaire chez les enfants ayant des troubles de l'apprentissage. Et attention, nous ne parlons pas de phénomènes rares, nous parlons d'un phénomène qui touche environ 8% des enfants. Donc, imaginez ce que cela représente de trouver une manière ludique pour l'enfant, comme le jeu, ou de lui dire d'aller faire du vélo, avec un résultat incroyablement important pour améliorer ses capacités. Cette histoire du Kazakhstan est tout à fait nouvelle pour moi et je pense que beaucoup de gens ne la connaissent pas, donc c'est vraiment très intéressant, je pense que je vais me renseigner davantage sur ce sujet. Si nous revenons à l'examen du vidéo et d'impulse test, d'un autre côté, lorsqu'il s'agit de rééducation et de suivi des patients, comment pourrait-on intégrer le VHIT dans le parcours de suivi et de rééducation vestibulaire en pédiatrie? Oui, c'est aussi un aspect complexe, dans le sens où, évidemment, si nous sommes face à un enfant présentant un déficit d'un ou de plusieurs canaux semi-circulaires, l'espoir de tous est de favoriser la récupération de la fonction canalaire dans ce cas, afin que le réflexe redevienne normal. Malheureusement, cela n'arrive pas toujours, aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant. Et donc, à quoi sert la rééducation, qui devient dans ce cas une rééducation fonctionnelle? Eh bien, elle sert au même exercice que nous essayons d'utiliser pour favoriser la récupération de ce récepteur qui ne fonctionne pas bien. En réalité, si ce récepteur est destiné à ne plus jamais récupérer sa fonction, le même exercice devient un moyen de rééduquer le système, permettant ainsi au système de fonctionner du mieux possible même avec un labyrinthe qui fonctionne mal, en apprenant au patient à exploiter les autres afférences,
à savoir celle visuelle et proprioceptive. Donc, vous voyez qu'au final, il est nécessaire d'évaluer ce patient à 360 degrés, qu'il soit adulte ou enfant, en gardant à l'esprit, sans entrer trop dans les détails, que désormais la rééducation vestibulaire, mais en réalité tout type de rééducation, doit être menée avec un rôle absolument actif du patient. Il a été démontré que, si je fais une rééducation vestibulaire chez un patient sans activer ce qu'on appelle le Central Executive Network, c'est-à-dire les structures cognitives qui sont celles qui doivent ensuite prendre les décisions, si nous ne rééduquons pas en activant aussi ces systèmes, il a été prouvé que le résultat est nettement inférieur. Donc, une tâche complexe, je dirais seulement en apparence, mais qui doit cependant prendre en compte toute une série de facettes parfois très éloignées de ce qui semble être un appareil vestibulaire, qui, comme nous le savons désormais, n'a plus seulement un rôle dans le maintien de notre équilibre, mais joue un rôle extrêmement important dans de nombreuses autres activités. Un simple exemple suffit, le lobe postérieur de l'hippocampe des chauffeurs de taxi est beaucoup plus développé que celui des conducteurs de bus, et la seule différence entre les deux, c'est que le chauffeur de taxi, en empruntant toujours de nouveaux itinéraires, stimule l'appareil vestibulaire qui est directement connecté à l'hippocampe et à la mémoire spatiale, et donc cet hippocampe devient plus volumineux. Les conducteurs de bus, eux, font toujours la même ligne, donc ce mécanisme n'existe pas. Vous voyez donc comment l'activité apparemment banale d'utiliser des informations différentes entraîne une énorme réorganisation cérébrale qui se manifeste dans ce cas par l'augmentation du volume de l'hippocampe. Merci professeur pour toutes ces idées très variées qui nous font développer une passion pour la vestibulologie. Je voudrais vous demander si vous pouvez nous raconter un cas clinique qui vous a particulièrement marqué, dans lequel le VHIT a joué un rôle déterminant dans le diagnostic ou le traitement du patient. Eh bien oui, disons que c'est un cas vraiment très particulier, sur lequel nous avons finalement pu tirer une conclusion définitive uniquement grâce au VHIT. C'est l'histoire d'un garçon de 12 ans, bien suivi par un collègue qui m'appelle et me dit « Écoute, j'ai vu ce garçon il y a environ un mois, il a eu un déficit vestibulaire aigu bien documenté, mais j'aimerais que tu y jettes un œil parce que maintenant je ne vois plus de signes. Je ne voudrais pas qu'au VHIT il ressorte quelque chose que je ne vois pas. » Mais le problème très grave de cet enfant, c'est qu'il ne tient plus debout, littéralement il n'arrive plus à se tenir debout. L'enfant arrive à mon attention et effectivement il marche avec énormément de difficultés, il doit être aidé par ses parents. Quand je me retrouve face à un tableau aussi complexe, parmi d'autres choses, j'essaie de faire écrire l'enfant et son écriture est absolument illisible, donc je commence un peu à enquêter. Bien, évidemment, je m'attends à ce que le VHIT révèle quelque chose d'important, mais en réalité le VHIT est absolument parfait, comme tout le reste de l'examen vestibulaire. J'ai donc commencé à déplacer un peu mon attention, justement grâce aux résultats du VHIT, vers des phénomènes, des mécanismes extravestibulaires, et j'ai donc commencé à discuter un peu avec les parents. Mais Giuseppe, c'est le nom du garçon, mais Giuseppe, qu'est-ce qu'il fait? Il va volontiers à l'école? Et la seule chose qui ressort de cette histoire, c'est qu'en fait Giuseppe n'aime pas aller à l'école. Toute excuse est bonne pour ne pas aller à l'école, me disent-ils imaginer qu'en ce moment, cela fait plus d'un mois qu'il n'y va plus. À ce moment-là, je fais signe au père de sortir avec Giuseppe et je parle avec la mère. Je lui dis, écoutez, pour l'instant, Giuseppe n'a aucun trouble, donc essayons de bien comprendre ce qui se passe à l'école. Peut-être que c'est juste un refus banal, sans aucune signification, mais évaluons bien ce qui se passe. L'histoire semble s'arrêter là. Le lendemain, la mère m'envoie une vidéo où il court dans la maison, comme s'il s'était débloqué de ce point de vue. 2 mois plus tard, le même problème s'est représenté, et là, évidemment, les parents ont poursuivi les investigations. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais il s'est avéré que malheureusement, à l'école, il y avait des problèmes très graves, non seulement de harcèlement, mais aussi d'autres situations. Ainsi, tout cela s'est éclairci, peut-être l'aurions-nous compris quand même, mais qui sait avec quel retard, et c'est grâce à une étude attentive de ce petit garçon que nous avons pu exclure une composante organique et nous concentrer sur un aspect d'une toute autre nature. Bien sûr, sur d'autres facteurs qui parfois peuvent nous être très utiles pour clarifier et exclure tous les cas qui peuvent relever du niveau vestibulaire et enquêter plutôt sur d'autres niveaux. J'aimerais poser une toute dernière question concernant les conseils.
Quels conseils pourriez-vous donner à ceux qui s'approchent du domaine de la vestibulologie pédiatrique et souhaitent approfondir l'utilisation du VHIT? Après tout ce que nous avons dit aujourd'hui, cela me semble très intéressant, car il existe désormais des moyens de s'informer un peu plus. Il y a plusieurs webinaires d'Inventis Academia et, en général, beaucoup de matériel sur Internet. Comment pourrait-on, ou quels conseils pourriez-vous donner à ceux qui souhaitent s'approcher du domaine de la vestibulologie pédiatrique? C'est une question qui me touche beaucoup. Elle me touche beaucoup parce que, comme je l'ai mentionné plus tôt, ma formation a été très complexe. Maintenant, il y a Academia, il y a Internet. Je me souviens qu'à l'époque, si j'avais besoin d'un article à étudier, je devais aller à la bibliothèque. Une fois arrivé à la bibliothèque, je commandais 3 articles et peut-être qu'après 2 mois, un seul arrivait. Aujourd'hui, le monde a complètement changé. La vestibulologie est une discipline extrêmement fascinante. J'ai une série de t-shirts que j'utilise au cabinet. L'un d'eux dit dans le dos « La vestibulologie crée une dépendance ». Pourquoi cela? Parce que c'est une matière qui te captive, qui te fascine, qui a 1000 facettes et la même pathologie se présente 1000 fois différemment chez 1000 patients différents. Comment faire pour susciter l'intérêt? Je crois qu'il faut être en contact avec le collègue, il faut lui montrer ce dont nous sommes capables, ce qu'il est possible de faire en connaissant 8 à 10 concepts de physiopathologie. Il y a quelques années, j'ai écrit un livre et je vous en parle pour une seule raison, parce que peut-être la plus belle chose du livre, c'est Panini, maître inégalable, qu'il écrit dans sa préface lorsqu'il dit « On comprend que l'auteur n'écrit pas pour lui-même, mais pour les autres ». Je crois que c'est la plus belle chose qu'on ait pu me dire. Parce que pour moi, c'est un véritable besoin, c'est-à-dire que le partage de ce que je connais est un aspect fondamental de mon activité. C'est pourquoi j'invite les collègues à participer aux cours que nous organiserons, aux masterclass que nous proposerons, parce que je crois que c'est seulement en discutant de la théorie et de la pratique sur le terrain que peuvent s'ouvrir des perspectives qui font que l'on devient absolument dépendant de la vestibulologie. Merci beaucoup, professeur. Le message est que les connaissances ne doivent pas rester confinées au cabinet médical, mais qu'elles doivent être partagées. Professeur Vincenzo Marcelli, je vous remercie encore pour ces réponses très précieuses et pour le temps que vous nous avez consacré. J'invite tout le monde à suivre les prochains podcasts qui porteront sur différents thèmes liés à l'audiologie et à l'équilibre. Je vous remercie pour votre temps et vous dis à bientôt. Merci à tous.